Chapitre 13. La décision de Tom était irrévocable. Rongé par le désespoir, il considérait qu'il n'avait plus d'amis et que personne ne l'aimait. Un jour, les gens regretteraient peut-être de l'avoir poussé sur une voie fatale. Tant pis pour eux, tant pis pour lui. Il n'avait plus le choix. Il allait désormais mener une vie de criminel. Il en était là de ses réflexions quand il entendit tinter au loin la cloche appelant les élèves. Il étouffa un sanglot. Jamais, jamais plus il n'entendrait ce bruit familier. C'était dur, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Puisque la société le rejetait, il devait se soumettre. Mais il leur pardonnait à tous. Ses sanglots redoublèrent. Au même moment, Joe Harper, son meilleur ami, déboucha d'un chemin creux, le regard dur et le cœur plein d'un sombre et vaste dessein. Tom s'essuya les yeux sur sa manche et, toujours pleurant à chaudes larmes, lui annonça sa résolution de fuir les mauvais traitements et l'absence de compréhension des siens pour gagner le vaste monde et ne jamais revenir. Il termina en espérant que Joe ne l'oublierait pas. Or, ce dernier était précisément à la recherche de Tom afin de prendre congé de lui avant de s'en aller tenter l'aventure. Sa mère l'avait fouetté pour le punir d'avoir volé de la crème à laquelle il n'avait pas touché. Il était clair qu'elle en avait assez de son fils et qu'elle ne demandait qu'à le voir partir. Eh bien, puisqu'il en était ainsi, il n'avait qu'à s'incliner devant son désir, en lui souhaitant d'être heureuse et de ne jamais se reprocher d'avoir abandonné son enfant dans cette vallée de larmes. Tout en marchant, les deux garçons renouvelèrent leur serment d'amitié, jurèrent de se considérer désormais comme des frères et de ne jamais se quitter jusqu'au jour où la mort les délivrerait de tous leurs tourments. Alors, ils se mirent à étudier les projets d'avenir. Joe songeait à se faire ermite, à vivre de racines d'arbres et d'eau claire au fond d'une grotte, et à mourir sous l'effet conjugué du froid, des privations et du chagrin. Cependant, après avoir entendu les arguments de Tom, il reconnut qu'une vie de crime avait ses avantages, et il accepta de devenir un pirate. À 5 kilomètres en aval de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi a plus d'1,5 kilomètre de large, s'étendait une île, longue et étroite, couverte d'arbres. Un banc de sable en rendait l'accès facile, et comme elle était inhabitée, elle constituait un repère idéal. C'est ainsi que l'île Jackson fut acceptée d'enthousiasme. Aussitôt, les deux compères se mirent en quête de Huckleberry Finn, qui se joignit instantanément à eux, toute carrière lui paraissant égale. Il était bien indifférent. Tom, Joe et Huck se séparèrent bientôt après s'être donné rendez-vous au bord du fleuve à minuit sonnant. Ils avaient choisi un endroit solitaire où était amarré un petit radeau dont ils avaient l'intention de s'emparer. Chacun devait se munir de lignes et d'hameçons et apporter autant de provisions qu'il pourrait. Ils ignoraient les uns et les autres sur qui s'exerceraient leurs criminelles entreprises, mais cela leur était bien égal pour le moment, et ils passèrent leur après-midi à raconter à qui voulait l'entendre qu'il se produirait bientôt quelque chose de sensationnel au village. La consigne jusque-là était de se taire et d'attendre. Vers minuit, Tom arriva au lieu du rendez-vous avec un jambon fumé et autres menus objets. Il s'allongea sur l'herbe drue qui recouvrait un petit tertre. Il faisait nuit claire, les étoiles brillaient. Tout était calme et silencieux. Le fleuve puissant ressemblait à un océan au repos. Tom prêta l'oreille. Aucun bruit. Il siffla doucement. Un sifflement lui répondit, puis un autre. Une voix s'éleva. « Qui va là ?» ?»« Tom Sawyer, le pirate noir de la mer des Antilles. Et vous, qui êtes-vous ?»« Huck Finn, les mains rouges, et Joe Harper, la terreur des mers. » C'était Tom qui avait trouvé ces noms-là en s'inspirant de sa littérature favorite. « Parfait, donnez-moi le mot de passe. » Deux ombres lancèrent en chœur dans la nuit complice le mot sinistre. « Sang !» Alors Tom fit dévaler son jambon et le suivit, non sans déchirer ses vêtements et s'écorcher la peau. Il existait un chemin facile et confortable le long de la rive, sous la butte, mais il n'offrait pas la difficulté et le danger chers aux pirates. La terreur des mers avait apporté un gros quartier de lard. Finn, les mains rouges, avait volé une poêle, des feuilles de tabac et des épis de maïs pour en faire des pipes. Mais aucun des pirates ne fumait ni ne chiquait à part lui. Le pirate noir de la mer des Antilles dit qu'il était impossible de partir sans feu. Il valait mieux s'en aviser, car les allumettes n'existaient pas à l'époque. Ils regardèrent autour d'eux et aperçurent à quelque distance
le reflet d'un bûcher qui achevait de se consumer au bord de l'eau. Ils s'en approchèrent prudemment et se munirent de tisons bien rouges. Ensuite, ils partirent à la recherche du radeau sur lequel ils avaient jeté leur dévolu. Ils avançaient à pas feutrés, la main sur le manche d'un poignard imaginaire, et se transmettaient leurs instructions à voix basse. « Si l'ennemi se montre, enfoncez-lui votre lame dans le ventre jusqu'à la garde. Les morts ne parlent pas. » Ils savaient parfaitement que les hommes du radeau étaient allés boire au village et qu'ils n'avaient rien à craindre. Mais ce n'était pas une raison pour oublier qu'il fallait agir en vrais pirates. Lorsqu'ils eurent trouvé leur embarcation, ils montèrent à bord. Huck s'empara d'un aviron. Joe en fit autant. Le premier se mit à l'avant, le second à l'arrière, et Tom, les bras croisés, les sourcils froncés, s'installa au milieu du navire et prit le commandement. « L'eau fait, amenez au vent. On l'off, commandant. Droit comme ça. Droit comme ça, répéta l'équipage. Tous ces ordres n'étaient donnés que pour la forme, mais chacun prenait son rôle au sérieux, et le radeau avançait sans encombre. Toutes les voiles sont larguées. On a largué les focs, les trinquettes et les bonnettes. Bon, larguez aussi les huniers. Oh, hisse! Oh, hisse! Allez, mes braves, du courage! Bâbord un peu! Bâbord un peu! Droite la barre! Droite la barre! Le radeau dérivait au milieu du fleuve. Les garçons redressèrent, puis reposèrent les avirons. Le fleuve n'était pas haut. Il n'y avait donc de courant que sur 5 ou 6 kilomètres. Pas un mot ne fut prononcé pendant 3/4 d'heure. Au loin, une ou deux lumières signalaient le village qui dormait paisiblement, au-delà de la vaste et vague étendue d'eau semée d'étoiles. Le pirate noir adressa un dernier regard au pays, où il s'était amusé et surtout où il avait souffert. Il aurait bien voulu que Becky pût le voir sanglant vers le large, vers le danger et peut-être vers la mort, filant plein vent arrière, un sourire désabusé au coin des lèvres. Les 2 autres pirates adressaient eux aussi un dernier regard au pays. Ils avaient tous assez d'imagination pour allonger dans des proportions considérables la distance qui séparait l'île Jackson de Saint-Pétersbourg. Leur rêve d'aventure les accaparait à tel point qu'ils faillirent dépasser leur but. Ils s'en aperçurent à temps, rectifièrent la position et, vers 2 heures du matin, s'échouèrent sur le banc de sable à la pointe de l'île. Ils débarquèrent aussitôt les divers articles qu'ils avaient emportés. Ils avaient trouvé une vieille toile à voile sur le radeau. Ils s'en servirent pour abriter leurs provisions. Eux-mêmes décidèrent de coucher à la belle étoile, comme il convenait à des hors-la-loi. Grâce à leurs tisons, ils allumèrent un feu à la lisière de la forêt et firent frire du lard dans la poêle. C'était beau de faire répaille à l'orée d'une forêt vierge, sur une île déserte loin des hommes. Ils déclarèrent d'un commun accord qu'ils rompaient à jamais avec la civilisation. Les hautes flammes illuminaient leurs visages, jetaient leurs vives lueurs sur les grands troncs qui les entouraient, comme les piliers d'un temple, et faisaient luire les feuillages vernissés et leurs festons de lianes. Après avoir englouti le dernier morceau de lard et leur dernière tranche de pain de maïs, les garçons s'allongèrent sur l'herbe. Ils étaient enchantés de la tournure que prenaient les événements. Ils auraient pu trouver un endroit plus frais, mais pour rien au monde, ils n'auraient voulu se priver de l'attrait romantique d'un beau feu de camp. « On s'amuse drôlement bien, hein » dit Joe. « Oh, c'est génial » s'exclama Tom. « Que diraient les copains s'ils nous voyaient ?»« Tu parles, ils mourraient d'envie d'être ici, tu ne crois pas, Hucky ?»« Si, » dit Huckleberry. « De toute façon, ça me va, cette vie-là. En général, je ne mange jamais à ma faim, et puis, ici, personne ne viendra m'embêter. »« Ce que j'apprécie, fit Tom, c'est que je ne serai pas obligé de me lever de bonne heure le matin pour aller en classe. C'est rudement chouette. Je ne me laverai pas si j'en ai pas envie, et je n'aurai pas à faire un tas d'imbécilités comme à la maison. Tu comprends, Joe, un pirate n'a rien à faire quand il est à terre, tandis qu'un ermite doit prier tout le temps. Ce n'est pas drôle. »« Oui, j'avais pas pensé à cela, avoua Joe. En tout cas, maintenant que j'y ai goûté, le métier de pirate me tente beaucoup plus. »« Tu comprends, reprit Tom. Ce n'est plus comme autrefois. Les gens se moquent des ermites aujourd'hui. Les pirates, c'est différent. On les respecte toujours. Et puis les ermites doivent dormir dans des endroits impossibles, se mettre un sac de cendres sur la tête, rester sous la pluie et... »« Tu peux être sûr que je ne ferai pas ça, fit Huck. Alors qu'est-ce que tu ferais ? Je ne sais pas, mais pas ça. Tu serais pourtant bien obligé.
Tu ne pourrais pas faire autrement. Je ne pourrais pas le supporter et je me sauverais. Tu te sauverais? Eh bien, tu ferais un bel ermite, ce serait la honte. Pourquoi se mettent-ils des cendres sur la tête? Demanda Huck. Je n'en sais rien, mais ils sont obligés. Ils le font tous. Toi comme les autres, si tu étais ermite. Main-Rouge ne répondit rien. Il avait mieux à faire. Après avoir évidé un épi de maïs, il y ajustait maintenant une tige d'herbe folle et le bourrait de tabac. Il approcha un tison du fourneau de son brûle-gueule, aspira et renvoya une bouffée de fumée odorante. Les deux autres pirates l'admirèrent en silence, bien résolus de se livrer eux aussi bientôt au même vice. Tout en continuant de fumer, Huck demanda à Tom: « Dis donc, qu'est-ce que les pirates ont à faire ?» « Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, je t'assure. Ils prennent des bateaux à l'abordage, ils les brûlent, ils font main basse sur l'argent qu'ils trouvent à bord, ils l'emmènent dans leur île et l'enfouissent dans des cachettes gardées par des fantômes. Ils massacrent tous les membres de l'équipage, Oui, c'est ça, ils les font marcher sur une planche et les précipitent dans l'eau. »« Et ils emportent les femmes sur l'île, » dit Joe. « Ils ne tuent pas les femmes. »« Non, » approuva Tom, « ils ne tuent pas les femmes. Et ils sont trop nobles. Et puis les femmes sont toujours belles. »« Et ils ne portent que des habits magnifiques, tout couverts d'or et de diamants, » s'écria Joe avec enthousiasme. « J'ai bien peur de ne pas être habillé comme il le faut pour un pirate, » murmura Huck d'une voix attristée. « Mais je n'ai que ces habits-là à me mettre. » Ses compagnons le rassurèrent en lui disant qu'il ne serait pas long à être vêtu comme un prince dès qu'il se serait mis en campagne. Et ils lui firent comprendre que ses haillons suffiraient au départ, bien qu'il soit de règle pour les pirates de débuter avec une garde-robe appropriée. Peu à peu, la conversation tomba, et le sommeil commença à peser sur les paupières des jeunes aventuriers. Main-Rouge laissa échapper sa pipe et ne tarda pas à s'endormir du sommeil du juste. La terreur des mers et le pirate noir de la mer des Antilles eurent plus de mal à trouver le repos. Comme personne n'était là pour les y contraindre, ils négligèrent de s'agenouiller afin de réciter leurs prières, mais n'oublièrent pas d'invoquer mentalement le Seigneur, de peur que celui-ci ne les punît d'une façon ou d'une autre de leur omission. Ils auraient bien voulu s'assoupir, mais leur conscience était là pour les tenir éveillés, malgré eux. Petit à petit, ils en arrivèrent à penser qu'ils avaient eu tort de s'enfuir. Et puis, ils n'avaient pas que cela à se reprocher. Ils s'étaient bel et bien rendus coupables en emportant qui un jambon, qui un quartier de lard. Ils eurent beau se dire qu'ils avaient maintes et maintes fois dérobé des pommes ou des gâteaux, ils furent forcés de reconnaître que ce n'était là que du chapardage, et non pas du vol qualifié. D'ailleurs, il y avait un commandement là-dessus dans la Bible. Afin d'apaiser leurs remords, ils décidèrent en eux-mêmes de ne jamais souiller leurs exploits de pirates par des vols de ce genre. Leur conscience leur accorda une trêve et, plus tranquilles, ils finirent par s'endormir. Chapitre 14. Lorsque Tom se réveilla, il se demanda où il était. Il s'assit, se frotta les yeux, regarda tout autour de lui et comprit aussitôt. Le jour pointait, il faisait frais et bon. Un calme délicieux enveloppait les bois. Pas une seule feuille ne remuait, pas un bruit ne troublait la grave méditation de la nature. L'herbe était couverte de gouttes de rosée. Le feu, allumé la veille, n'était plus qu'une épaisse couche de cendres blanchâtres d'où s'échappait un mince filet de fumée bleue. Joe et Huck dormaient encore. Dans les bois, un oiseau se mit à chanter. Un autre lui répondit, et les pivers commencèrent à marteler l'écorce de leur bec. La buée grise du matin devenait de plus en plus ténue, et à mesure qu'elle se dissipait, les sons se multipliaient et la vie prenait possession de l'île. La nature, qui sortait du sommeil, proposa ses merveilles à la rêverie du garçon. Un petit ver couleur de mousse vint ramper sur une feuille voisine couverte de rosée. Il projetait en l'air de temps à autre les 2 tiers de son corps, reniflait alentour, puis repartait. « Il arpente » se dit Tom. Quand le ver s'approcha de lui, il resta d'une immobilité de pierre. L'espoir en lui allait et venait, au gré des hésitations de la minuscule créature. Après un pénible moment d'attente, où son corps flexible resta en suspens, elle se décida enfin à entamer un voyage sur la jambe de Tom. Il en fut ravi. Cela signifiait qu'il aurait bientôt un rutilant uniforme de pirate. Survint alors une procession de fourmis qui allaient à leurs affaires.
L'une d'elles attaqua vaillamment une araignée morte, 5 fois grosse comme elle, et parvint à la hisser tout en haut d'un tronc. Une coccinelle mouchetée de brun se lança dans l'ascension vertigineuse d'un brin d'herbe. Tom se pencha vers elle et murmura « Coccinelle, coccinelle, rentre vite chez toi, ta maison brûle et tes enfants sont seuls. » Aussitôt, elle s'envola à tire-d'aile pour aller vérifier la chose. Tom n'en fut pas autrement surpris, car elle connaissait depuis longtemps la crédulité de ces insectes quand on leur parle d'incendie. Il en avait souvent abusé. Un bousier passa, arc-bouté sur sa boule. Tom le toucha pour le voir rentrer ses pattes et faire le mort. Les oiseaux menaient déjà un tapage infernal. Un merle alla se jucher sur une branche, juste au-dessus de Tom, et sembla prendre un vif plaisir à imiter les autres habitants de la forêt. Un geai, au cri strident, zébra l'air de sa flamme bleue, s'arrêta sur un rameau, presque à portée de main du garçon, et, la tête penchée sur l'épaule, dévisagea les étrangers avec une intense curiosité. Une galopade annonça un écureuil gris et une grosse bête du genre renard qui s'arrêtèrent à plusieurs reprises pour examiner les garçons et leur parler dans leur jargon, car ces petits animaux sauvages n'avaient probablement jamais vu d'êtres humains et ne savaient pas trop s'il fallait avoir peur ou non. Tout ce qui vivait était maintenant parfaitement réveillé. Les rayons obliques du soleil et le vent traversaient le feuillage touffu des arbres, et quelques papillons se mirent à voleter de droite et de gauche. Tom secoua ses 2 camarades. Ils furent vite sur pied. Un instant plus tard, les pirates, débarrassés de leurs vêtements, gambadaient et folâtraient dans l'eau limpide d'une lagune formée par le banc de sable. Sur la rive opposée, on apercevait les maisons de Saint-Pétersbourg, mais les garçons n'éprouvèrent nul regret d'avoir quitté ce lieu. Pendant la nuit, le niveau du fleuve avait monté, et un remous avait entraîné à la dérive le radeau sur lequel nos aventuriers avaient effectué leur première traversée. Ils se réjouirent fort de cet incident. C'était comme si l'on avait définitivement coupé le pont qui les reliait encore à la civilisation. Rafraîchis, débordant de joie et mourant de faim, ils retournèrent au campement et ranimèrent le feu. Huck découvrit non loin de là une source d'eau claire. Les garçons ramassèrent de larges feuilles de chêne et d'hickory, dont ils se firent des tasses. Après s'être désaltérés, ils déclarèrent que l'eau de source remplaçait avantageusement le café. Joe se mit en devoir de couper quelques tranches de lard. Tom et Huck le prièrent d'attendre un peu avant de continuer sa besogne. Puis, armés de lignes, ils se rendirent au bord de l'eau. Ils furent presque aussitôt récompensés de leur idée. Quand ils rejoignirent Joe, ils étaient en possession de quelques belles perches et d'un poisson-chat, de quoi nourrir une famille tout entière. Ils firent frire les poissons avec un morceau de lard et furent stupéfaits du résultat, car jamais plat ne leur avait semblé meilleur. Ils ne savaient pas que rien ne vaut un poisson d'eau douce fraîchement pêché quand il est cuit instantanément, et ils réfléchirent peu à la merveilleuse combinaison culinaire que compose un peu de vie en plein air, un soupçon d'exercice et l'appétit de la jeunesse. Après le petit déjeuner, Tom et Joe se reposèrent quelque temps, tandis que Huck fumait une pipe. Puis ils décidèrent de partir en exploration dans le bois. Ils marchaient d'un pas allègre, enjambant les troncs d'arbres, écartant les broussailles, se faufilant entre les seigneurs de la forêt, enrubannées de lianes. De temps en temps, ils rencontraient une minuscule clairière tapissée de mousse et fleurie à profusion. Au cours de leur expédition, beaucoup de choses les amusèrent, mais rien ne les étonna vraiment. Ils découvrirent que l'île avait 5 kilomètres de long sur 8 ou 900 mètres de large, et qu'à l'une de ses extrémités, elle n'était séparée de la rive que par un étroit chenal d'à peine 200 mètres. Comme ils se baignèrent environ toutes les heures, ils ne revinrent au camp que vers le milieu de l'après-midi. Ils avaient trop faim pour se donner la peine de prendre du poisson. Ils se coupèrent donc de somptueuses tranches dans le jambon de Tom. Après quoi, ils s'installèrent à l'ombre pour bavarder. Cependant, la conversation ne tarda pas à tomber. Le calme, la solennité des grands bois, la solitude commençaient à peser sur leurs jeunes esprits. Ils se mirent à réfléchir, puis se laissèrent emporter par une rêverie empreinte de mélancolie qui ressemblait fort au mal du pays. Fine les mains rouges, lui-même, songeait aux murs et aux portes bien closes qui jadis, dans son autre vie, lui servaient d'abri pendant la nuit.
Néanmoins, tous avaient honte de leur faiblesse, et aucun ne fut assez courageux pour exprimer tout haut ce qu'il pensait. Depuis un moment, les garçons avaient distingué au loin un bruit indistinct auquel, tout d'abord, ils n'avaient pas prêté attention. Mais maintenant, le bruit se rapprochait, et les aventuriers échangèrent des regards inquiets. Il y eut un long silence, rompu soudain par une sorte de détonation sourde. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama Joe d'une voix étranglée. « Je me le demande, » murmura Tom. « Ce n'est sûrement pas le tonnerre, déclara Huck d'un ton mal assuré, parce que le tonnerre… « Écoutez » dit Tom. « Écoutez donc au lieu de parler. » Ils attendirent en retenant leur souffle, et de nouveau la même détonation assourdie se fit entendre. « Allons voir » Ils se levèrent tous trois et se précipitèrent vers la rive qui faisait face au village. Ils écartèrent les broussailles et parcoururent le fleuve du regard. À 2 kilomètres de Saint-Pétersbourg, le petit bac à vapeur dérivait avec le courant. Le pont était noir de monde. De nombreux petits canaux l'entouraient, mais les garçons ne purent se rendre compte de ce qui s'y passait. Bientôt, un jet de fumée blanche fusa par-dessus le bordage du navire et monta nonchalamment vers le ciel, tandis qu'une nouvelle détonation ébranlait l'air. « Je sais ce que c'est maintenant !» s'écria Tom. « Quelqu'un s'est noyé !»« C'est ça !» approuva Huck. On a fait la même chose l'été dernier quand Bill Turner s'est noyé. On tire un coup de canon au ras de l'eau et ça fait remonter le cadavre. On prend aussi une miche de pain dans laquelle on met une goutte de mercure. On la lance à l'eau, elle flotte et elle s'arrête où la personne s'est noyée. « Oui, j'ai entendu parler de cela, dit Joe. Je me demande comment le pain peut donner ce résultat. »« Oh, ce n'est pas tellement le pain, » expliqua Tom. « Je crois que c'est surtout ce qu'on dit avant de le jeter à l'eau. »« Bah, on ne dit rien du tout, » protesta Huck. « Moi, j'ai assisté. »« C'est bizarre, » coupa Tom. « Ceux qui lancent le pain doivent sûrement dire quelque chose tout bas. C'est forcé, tout le monde sait cela. » Les deux autres garçons finirent par se laisser convaincre, car il était difficile d'admettre qu'un morceau de pain fût capable, sans formule magique, de retrouver un noyé. « Sapristi !» dit Joe. « Je voudrais bien être de l'autre côté de l'eau. »« Moi aussi, » fit Huck. « Je donnerais n'importe quoi pour savoir qui l'on cherche. » Les garçons se turent et suivirent les évolutions du vapeur. Soudain, une idée lumineuse traversa l'esprit de Tom. « Hé, les amis !» lança-t-il. « Je sais qui s'est noyé. C'est nous !» Au même instant, les 3 gardements se sentirent devenir des héros. Quel triomphe pour eux! Ils avaient disparu, on les pleurait. Des cœurs se brisaient, des larmes ruisselaient. Des gens se reprochaient d'avoir été trop durs avec eux. Enfin, tout le village devait parler d'eux. Ils étaient célèbres. En somme, ce n'était pas si désagréable d'être pirate. Au crépuscule, le bac reprit son service et les embarcations qui lui avaient fait escorte disparurent. Les pirates retournèrent à leur camp. Ils étaient fous d'orgueil et de plaisir. Ils prirent du poisson, le mangèrent pour leur dîner et se demandèrent ce qu'on pouvait bien penser de leur disparition au village. La détresse de leurs parents et de leurs amis leur fut un spectacle bien doux à imaginer. Mais, lorsque la nuit tomba tout à fait, leur entrain tomba lui aussi. Tom et Joe ne pouvaient s'empêcher de penser à certaines personnes qui ne devaient sûrement pas prendre leur équipée avec autant de légèreté. Le doute les saisit, puis l'inquiétude. Ils se sentirent un peu malheureux et soupirèrent malgré eux. Au bout d'un certain temps, Joe tâta le terrain et demanda à ses amis ce qu'ils penseraient d'un retour à la civilisation. Pas tout de suite, bien sûr, mais… Tom repoussa cette idée d'un ton sarcastique, et Huck, qui ne partageait pas les soucis de ses camarades, traita Joe de poule mouillée. La mutinerie en resta à ce début. Il faisait nuit, Huck ronflait et Joe l'imitait. Tom se leva sans bruit et s'approcha du feu. Il ramassa un morceau d'écorce de sycomore, le cassa en 2, sortit de sa poche un petit fragment d'ocre rouge et se mit à gribouiller quelque chose. Ensuite, il roula l'un des 2 morceaux d'écorce, l'enfouit dans sa poche et alla déposer l'autre dans le chapeau de Joe. Dans ce même chapeau, il plaça certains trésors d'écolier d'une valeur pratiquement inestimable. Un morceau de craie, une balle en caoutchouc, 3 hameçons et une bille d'agate. Alors, il s'éloigna sur la pointe des pieds.
Quand il fut bien sûr qu'on ne pouvait plus l'entendre, il prit sa course dans la direction du banc de sable. Chapitre 15. Quelques minutes plus tard, Tom pataugeait dans les eaux basses du chenal en direction de la rive de l'Illinois. Il avança tant bien que mal jusqu'au milieu de la passe. Il lui restait 100 mètres à couvrir en eau profonde. Il se mit à nager de biais pour lutter contre la force du courant, mais il fut quand même déporté, beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il atteignit la rive, chercha une plage accessible et sortit de l'eau. Il mit la main à sa poche, constata que le morceau d'écorce y était toujours, et, les vêtements ruisselants, commença à suivre la berge. Un peu avant 10 heures, il arriva en face du village, à un endroit découvert auprès duquel le bac était amarré. Les étoiles brillaient. Tout était silencieux. Tom se glissa jusqu'au niveau du fleuve, entra de nouveau dans l'eau, y fit quelques brasses et, à la force des poignets, grimpa dans le canot de service attaché à la proue du vapeur. Là, il se cacha sous la banquette et attendit. Bientôt, une cloche sonna et une voix cria « Larguez !» Une minute après, le canot relevait le nez et se mettait à danser sur le sillage laissé par le bac. Le voyage commençait. Tom était enchanté de son succès, car il savait que c'était la dernière traversée du bac pour la journée. Au bout d'un quart d'heure, les aubes des roues cessèrent de battre l'eau. Tom enjamba le bordage du canot et gagna la berge à la nage. Il aborda 50 mètres plus bas pour éviter les promeneurs tardifs. Puis, empruntant les chemins déserts, il ne tarda pas à arriver derrière la maison de sa tante. Il escalada la palissade, s'approcha à pas de loup de la fenêtre du salon, derrière laquelle brûlait une lampe. Dans la pièce, tante Polly, Sid, Murray et la mère de Joe Harper étaient réunis et bavardaient. Entre leur petit groupe et la porte se dressait un lit. Tom s'approcha, souleva le loquet, poussa légèrement, recula en entendant un craquement, s'agenouilla et pénétra au salon sans être vu. « Tiens, pourquoi la lampe vacille-t-elle comme cela ?» demanda tante Polly. « La mèche est pourtant bonne. Ah, et cette porte qui s'ouvre. Nous n'avons pas fini de voir des choses étranges. Sid, va donc fermer la porte. » Tom disparut juste à temps sous le lit. Il reprit son souffle et, rampant, alla se placer presque sous le fauteuil de tante Polly. « Je disais donc qu'il n'était pas méchant, » fit la vieille dame. « Il était seulement turbulent, voilà. Un jeune poulain, un cheval échappé. Il n'avait jamais de mauvaises intentions. C'était un petit cœur en or. » Et la pauvre femme se mit à pleurer. « C'était la même chose avec mon Joe, » déclara madame Harper. « Toujours prêt à faire une bêtise, mais si gentil, si peu égoïste. Quand je pense que je l'ai fouetté pour avoir volé cette crème que j'avais jetée moi-même parce qu'elle était tournée. Dire que je ne le reverrai plus jamais, jamais à cause de cela. Pauvre petit. » Et madame Harper se mit à sangloter comme si son cœur allait éclater. « J'espère que Tom n'est pas trop mal là où il est, » fit Sid. « En tout cas, s'il avait été plus gentil. »« Sid !» Tom sentit le regard de la vieille dame se poser sur son frère, bien qu'il fût incapable de le voir. « Sid, pas un mot contre mon Tom, maintenant qu'il n'est plus. Dieu aura soin de lui. Ne t'inquiète pas. Oh, madame Harper, je ne pourrai jamais m'en remettre. Ce garçon était un tel réconfort pour moi. Il avait beau me faire enrager. Le Seigneur te l'a donné, le Seigneur te l'a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais c'est dur, je le sais. Tenez, dimanche dernier, mon Joe m'a fait partir un pétard sous le nez et je l'ai battu. Si j'avais su, je l'aurais embrassé. Ah oui, madame Harper, je vous comprends. Allez, hier après-midi, mon Tom a fait boire du doloricide au chat qui a failli tout casser dans la maison. Alors, Dieu me pardonne, j'ai donné un coup de dé à Tom. Pauvre, pauvre petit. Mais il est mort maintenant, il ne souffre plus. Les derniers mots que je lui ai entendu prononcer, c'était pour me reprocher. La vieille dame était à bout. Elle éclata en sanglots. Tom était si apitoyé sur son propre sort qu'il en avait les larmes aux yeux. Il entendait Murray pleurer
et dire de temps en temps quelque chose de très gentil sur son compte. Il commença même à avoir une plus haute opinion de lui-même qu'auparavant. Soudain, il éprouva une envie irrésistible de sortir de sa cachette et de sauter au cou de sa tante. Sûr de l'effet extraordinaire qu'il produirait sur l'assemblée, il fut sur le point de céder à ce geste théâtral bien dans sa nature, mais il résista à la tentation qui, au fond, partait d'un bon cœur. Il continua donc à suivre la conversation et finit par reconstituer ce qui s'était passé depuis son départ. On avait d'abord pensé que les garçons s'étaient noyés en se baignant, puis on s'était aperçu de la disparition du petit radeau, et certains écoliers racontèrent que Tom et ses amis leur avaient confié qu'il allait y avoir quelque chose de sensationnel. Les gens sages recueillirent tous ces renseignements et en conclurent que le trio avait fait une fugue en radeau et qu'on les retrouverait au prochain village. Cependant, vers midi, on avait découvert le radeau tout seul, échoué à une dizaine de kilomètres en aval, sur la rive du Missouri, et l'on avait tout de suite pensé que les fugitifs s'étaient noyés, sans quoi la faim les aurait ramenés depuis longtemps chez eux. Les recherches que l'on avait entreprises dans l'après-midi étaient demeurées vaines, parce que les garçons avaient dû disparaître au beau milieu du fleuve. S'ils étaient tombés à l'eau, non loin de la rive, ils étaient tous trois assez bons nageurs pour se sauver. On était mercredi soir. Si l'on ne retrouvait rien d'ici dimanche, il fallait renoncer à tout espoir et célébrer l'hospice des morts. Tom en frissonna. Après un dernier sanglot, Madame Harper se retira. Tante Polly embrassa Sid et Mary plus tendrement que de coutume. Sid renifla un peu, et Mary pleura de tout son cœur. Tante Polly s'agenouilla auprès du lit et récita ses prières avec de tels accents que Tom ruissela de pleurs avant qu'elle eût fini. Tante Polly couchait dans son salon, et Tom dut attendre fort longtemps avant de pouvoir sortir de son repaire, car elle se retournait sans cesse, poussant de temps à autre des exclamations désolées. Mais elle finit par s'endormir d'un sommeil entrecoupé de soupirs. Une chandelle brûlait sur sa table de nuit. Tom s'approcha et, le cœur gros d'émotion, regarda la vieille dame. Il tira le morceau d'écorce de sa poche et le posa contre le bougeoir, mais il se ravisa, le reprit et se pencha, baisa les lèvres fanées de sa tante, sortit de la pièce et referma la porte sans bruit. Il regagna d'un pas léger l'embarcadère où le bac était amarré pour la nuit, et monta hardiment dans le bateau, sachant qu'il n'y avait là personne d'autre que l'homme de garde, qui se couchait toujours et dormait comme une image. Il détacha le canot à l'arrière, s'y glissa, et à coups de rame prudent remonta le fleuve. Quand il eut dépassé le village de 2 kilomètres environ, il commença la traversée en luttant avec force contre la dérive. Il la mena à bien sans encombre, car il connaissait son affaire. Il fut tenté de s'emparer du canot. Après tout, c'était un bateau, et une bonne prise de guerre pour un pirate. Mais il savait qu'on ferait une recherche en règle, et que des révélations seraient à craindre. Il mit le pied sur la berge, et entra dans le bois. Il s'assit, prit un long repos, tout en se torturant pour rester éveillé. Puis il repartit en ligne droite d'un pas lourd de fatigue. La nuit était presque finie. Il faisait grand jour quand il se retrouva devant le banc de sable de l'île. Il s'accorda à nouveau un instant de repos avant de voir le soleil monter dans le ciel et illuminer le grand fleuve de sa splendeur dorée. Puis il plongea. Un instant plus tard, il se tenait debout, tout ruisselant, au seuil du camp. Il entendit la voix de Joe dire à Huck : « Non, tu sais, on peut se fier à Tom. Il a dit qu'il reviendrait, il ne nous abandonnera pas. Ce serait déshonorant pour un pirate, et il est trop fier pour faire une chose comme celle-là. Quand il nous a quittés, il avait sûrement un plan en tête, mais je me demande ce que ça pouvait bien être. » « En tout cas, fit Huck, les affaires qu'il a laissées dans ton chapeau nous appartiennent. » « Pas tout à fait encore, Huck. Il a écrit sur son message qu'elle serait à nous s'il n'était pas revenu pour le petit déjeuner. »« Et me voilà !» s'exclama Tom avec un effet des plus dramatiques. Un somptueux petit déjeuner composé de jambon et de poisson fut bientôt préparé, et, tout en y faisant honneur, Tom narra ses aventures en les embellissant. Avec un peu de vanité et beaucoup de vantardise,
nos 3 amis se retrouvèrent à la fin du conte transformés en héros. Ensuite, Tom alla s'étendre à l'ombre et dormit jusqu'à midi, tandis que les 2 autres pirates pêchaient à la ligne.